Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, on vous présente une enquête pas comme les autres. Certainement le fait divers le plus mystérieux que la France ait connu. Prenez donc place au coin du feu. On parle ensemble de l'affaire de la famille Godard. Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et c'est le retour aujourd'hui d'une émission Fait divers. Wivo, est-ce que tu vas bien ? Évidemment. Comme d'habitude, je suis sûr que je suis comme tous les auditeurs. J'attendais impatiemment un petit fait divers que tu vas nous élucider, parce que tu vas carrément résoudre l'enquête, de ce que j'ai compris. On en reparlera à la fin de l'émission, je ne spoilerai pas cette émission bien entendu. Parce que comme vous le savez, avec nos émissions Fait divers, en fait, Wivo ne les connaît pas à l'avance. C'est ça. Je lui ai annoncé le nom de l'affaire 10 minutes avant. Il ne la connaît pas. Je pense que beaucoup de gens la connaissent, mais beaucoup vont la découvrir aussi parce que finalement, c'est une affaire qui fait beaucoup moins de bruit actuellement qu'à une certaine époque. Tu comprendras au cours de l'émission pourquoi. D'accord. Voilà, c'est une affaire qui s'est passée en France en 99. Et qui a duré plusieurs années, parce que comme tu vas le voir, il y a beaucoup de rebondissements. Ok. Et comme vous le savez, on ne fait pas beaucoup d'émissions Faits divers. On doit en faire 3, voire 4 par an, à tout casser. Et encore. Parce que ouais, voilà, et encore. Parce que tout simplement, on veut vraiment faire des grosses affaires, des choses sur lesquelles il y a des choses à dire. On n'a pas envie de tomber dans un commerce de ce genre de trucs. Nous, on est un peu mal à l'aise, on va dire, avec des youtubeurs, des podcasteurs ou même des émissions à la télé, forcément, qui en font un commerce. Et tu vas voir que cette affaire, en fait, est un parfait miroir de ce qui se passe et des dérives que le journalisme et que ce commerce des crimes peut avoir. Donc, je trouve ça intéressant carrément. d'utiliser cette affaire pour ça. Parce qu'on en a déjà parlé dans l'affaire Grégory Villemain, de l'impact des journalistes dans ce genre d'affaires criminelles. Dans l'affaire Grégory Villemain, c'était vraiment le harcèlement vis-à-vis des familles qui était ultra malaisant. Là, c'est autre chose, c'est carrément sur le déroulé d'une enquête et sur la révélation de la vérité. Où tu vois que quand il y a un commerce derrière, ça peut amener à des choses vraiment pas très jolies, je trouve. Voilà. Ok. Donc je voulais en parler et je voulais pousser un autre petit coup de gueule, un tout petit coup de gueule, plus petit, plus mignon. c'est rare. Tout simplement, en fait, c'est une affaire que j'ai découvert il y a plusieurs années sur YouTube. Ouais. Parce qu'à l'époque, en fait, c'était un peu illégal, j'ai envie de dire, mais il y avait toutes les émissions, tu vois, genre non élucidées ou faites entrer l'accusé, qui étaient sur YouTube, entières, comme ça. Ouais. Des chaînes, c'était des mecs amateurs qui streamaient directement sur la chaîne. Aujourd'hui, du coup, le robot de YouTube est plus performant, ça supprime les vidéos dès que ça reconnaît avec des problèmes de droit d'auteur, tout ça. Et donc là, en refaisant mes recherches sur cette affaire, je me suis rendu compte, les documentaires sur cette affaire, en fait, il y en avait presque plus sur YouTube. Il y avait d'autres youtubeurs qui en ont parlé. Alors, je ne suis pas allé voir leurs vidéos ou leurs émissions pour pas copier, on va dire, tu vois, je voulais vraiment garder ma touche à moi. Ok. Mais j'aime bien des fois aller voir des documentaires de chaînes, tu vois, genre Faites entrer l'accusé ou Non élucidé, c'est un peu de référence dans ce domaine-là. Et à ma surprise, elle n'était absolument pas disponible. J'ai essayé de regarder sur internet et j'ai pas pu trouver comment les voir, même en replay. Et le problème que j'aurais à soulever, en fait, c'est que sur YouTube maintenant, et je l'avais vu pour l'affaire de la secte du Temple solaire, et je l'avais vu pour d'autres affaires, comme même pour le petit Grégory Villemain. Il y en a un qui, par contre, lui, met ses émissions et ses documentaires en entier sur YouTube, et c'est Karl Zero. Et donc, c'est des documentaires qui sont très bien, qui sont très prenants, qui sont bien montés, avec des interviews, il y a du moyen, parce qu'ils les avaient tournés à l'époque, je pense, pour Canal+, ou un truc comme ça. Donc, c'est des documentaires télé, tu vois. Le problème que j'ai un peu avec Karl Zero, c'est que il dérive un peu, je trouve, dans un mouvement un peu complotiste. Et à chaque fois, les affaires qu'il traite, j'ai l'impression que c'est pour les faire dériver dans ce sens-là. Non pas qu'il ait tort sur tous les sujets, bien entendu, mais des fois, j'ai l'impression qu'il n'est pas neutre et qu'il privilégie, dès qu'il y a une piste
qui est un peu suspicieuse, un peu fumante, un peu polémique, tu vois, qui va créer un peu de drama, et ben il s'engouffre là-dedans, tu vois, et il laisse place à toutes les autres théories qui ont autant de valeur finalement, pour prendre la théorie un peu la plus dramatique, toi, la plus sensationnelle, inquiétante. Enfin, tu vas voir, parce du coup, bah là, c'est le cas sur cette affaire. Et il y avait que son documentaire à lui qui était disponible, et je t'avoue que je l'ai regardé parce que je n'allais pas en parler sans voilà. Et comme je m'y attendais, il conclut son documentaire avec la théorie la plus, c'est pas complotiste, hein, bien sûr, mais un peu suspicieuse. Enfin, tu verras, on en reparlera. Ok. Celle qui crée le plus de fantasmes dans la tête des gens, j'ai envie. La plus mystérieuse. Dire, voilà. C'est ça. Et moi, il m'avait particulièrement un peu dérangé, c'était en juin dernier, je crois, il était passé sur le plateau de Morandini. Et en fait, il avait fait la pub pour son nouveau magazine qui allait sortir en juillet, je crois. Et là, en fait, sans apporter aucune preuve, il a commencé à balancer des théories à propos de la mort de la petite Maëlys, qui a été tuée par Nordal Lelandais. Et il a commencé à balancer des théories comme quoi les policiers nous cacheraient des choses, que le gouvernement serait impliqué, que en fait Nordal Lelandais ne serait pas un tueur en série, mais quelqu'un qui réalisait des commandes pour des réseaux pédophiles, etc. D'accord. Je ne sais pas s'il a raison, s'il a tort, je ne sais pas quoi. Le tout, c'est quand tu affirmes des trucs comme ça, imagine, il y a les parents de la petite Maëlys qui ont entendu ce truc-là, la famille, tout ça, et même tous les autres gens à côté qui sont touchés par cette affaire. Et tu balances des trucs comme ça. Si tu les balances, tu peux, mais balance-les avec des preuves. T'as pas le droit de juste dire des théories comme ça. Et le pire, c'est que Morandini lui disait, mais vous dites ça pour quelle raison? Vous avez des preuves et tout. Et il disait, attendez, mon magazine sort début juillet, il y aura les réponses à l'intérieur. Et là, je fais, en gros, faut qu'on achète ton magazine pour avoir les soi-disant preuves. Et puis, c'est sorti au mois de juillet, il y a eu aucune preuve à l'intérieur, tu vois. Donc c'est... Voilà, je t'avoue que ce mec me gêne un petit peu parce qu'il fait vraiment là niveau business autour de ce genre d'affaires. C'est très malsain, je trouve. Et voilà, et du coup, ça me gêne un peu que, comme les émissions faits divers un peu plus neutres, on va dire, comme Fait entrer accusé ou Non élucidé, ne sont plus disponibles, on va dire, gratuitement. Et c'est normal parce que c'était illégal. Hein. Et le problème, c'est que lui se fait une grosse place sur YouTube avec toutes ses émissions. Et vous regarderez toutes ces émissions. Il y a toujours un peu de la suspicion envers beaucoup de choses, quoi. Voilà. Bref, c'était mon petit truc que je voulais dire. C'est avant chaque fait divers, j'aime bien placer un... Bref. Donc là, notre histoire du jour commence le 1er septembre 1999. Ce jour-là, un père de famille, donc le docteur Yves Godard, donc, qui est médecin sur Caen, part faire du voilier avec ses 2 enfants, donc sa petite fille qui s'appelle Camille, qui a 6 ans, et son fils qui a 4 ans, Marius. Ils partent faire du voilier. A priori, ils en ont pour 5 jours. Ils veulent longer un peu les côtes jusqu'à Perros-Guirec, en partant du port de Saint-Malo. Donc jusqu'à là, aucun problème. Le père part avec ses enfants. La mère est calme, c'est vraiment... c'est de l'huile, quoi, tu vois, c'est ultra calme, il n'y a aucune tempête prévue ni rien. Et le lendemain, un douanier va les apercevoir, parce que tout simplement, par un temps comme ça, en fait, généralement, les gens se laissent porter par leur voile. Mais là, il aperçoit que le moteur est allumé sur ce bateau. Donc le douanier est un peu interloqué et décide d'aborder le bateau, donc du docteur Godard. Le docteur Godard est là, mais il semble un peu... gêné, comme s'il venait de se faire interrompre ou je ne sais quoi. Et il semble faire un peu barrière, tu vois, il se met à l'ouverture de la porte de la cabine. D'accord. Comme si, il cachait quelque chose. Voilà. Ouais. Après, c'est la sensation que le douanier a eue par la suite. Donc, encore une fois, c'est un témoignage qu'il a a posteriori, une fois qu'il connaît l'affaire. Donc, est-ce qu'il surinterprète pas ses sentiments, tu vois, voilà. C'est puis il faut toujours le principe du faux souvenir. Parce que, voilà. Exactement. Okay. Mais bon. Ce qu'il constate, en tout cas, les déclarations donc, de ce douanier, il dira que le docteur Godard semblait un peu gêné. Eux lui a posé des questions. Le docteur Godard a dit qu'il était avec ses enfants, faire une petite balade, tout ça. Le douanier a vu les jambes d'un enfant allongé sur un divan,
docteur Godard a dit que c'était normal, elle était en train de dormir, c'était sa fille en train de dormir et son autre fils était en train de dormir. Le douanier était un peu interrogé parce qu'en fait, l'école venait de reprendre. On était début septembre, donc il était un peu interloqué de voir des enfants en fait, pas à l'école tout simplement, surtout pour la rentrée quoi. Et en plus, il était 18h et les gamins étaient en train de dormir apparemment profondément. Donc il s'est dit tiens c'est un peu bizarre. Comme il avait des petits doutes, il s'est dit bon, je vais quand même contrôler tous les papiers, tout ça. Il va même appeler le loueur du bateau pour savoir si tout est en règle, quoi. Et oui, le loueur lui dit non, il n'y a pas de souci, tout est en règle. Bref, il redescend du bateau, il salue Yves Godard et Yves Godard repart. C'est la dernière fois qu'on verra le docteur Godard et ses 2 enfants à jamais. Voilà. D'accord. C'est la dernière fois qu'on va les voir. Les jours passent, personne ne s'inquiète, il se passe rien. Mais donc le 5 septembre, l'annexe du voilier, donc c'est un petit bateau pneumatique, tu vois, va être trouvé en fait dérivant dans la mer. Donc c'est au niveau du port de Saint-Malo, donc c'est sur la Manche, hein, tu vois. Tu vois à peu près tu situes à peu près, c'est en haut de la Normandie. Donc voilà. Ouais, parce que le bateau avait disparu aussi du coup. C'est ça. Mais en fait, justement, ils devaient rentrer. Ils avaient prévu de rentrer avec le loueur le 5 septembre. Et là, on est le 5 septembre, donc personne ne s'est encore inquiété parce que c'était. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci, sauf que comme on retrouve cette annexe, on commence à se dire tiens, c'est bizarre. C'est vrai. Et à l'intérieur donc de l'annexe, on retrouve un manteau et un chéquier au nom de Yves Godard. Donc ça inquiète forcément la police qui est informée. Le loueur leur apprend qu'en plus ils doivent rentrer aujourd'hui, mais donc on va attendre un peu, peut-être qu'il y a eu un problème. Il n'y a pas eu de message de détresse. Le docteur Godard est quelqu'un de très expérimenté niveau bateau. La mer est extrêmement calme. Il n'y a aucune raison pour laquelle il n'aurait pas envoyé un message de détresse en fait. Il aurait le temps, il n'y a rien qui peut se produire qui fait que... Voilà. Donc ils se disent, bon, ça se trouve, il y a eu... Le truc s'est détaché, ou on ne sait pas, tu vois. Bref, ils attendent. Sauf que, il revient pas. Et le 7 septembre, le docteur Godard, il est toujours pas revenu. Donc là, les gendarmes, ils commencent à se dire, bon, ça quand même commence à être une disparition un peu inquiétante. Donc on va commencer là à lancer les recherches. Et ils vont débuter par le parking du loueur, où ils vont trouver en fait donc le van Volkswagen de Godard, qui est sur le parking, qui est garé, qui n'a pas bougé depuis donc le 1er septembre. Ils vont ouvrir l'intérieur, et ils vont découvrir des taches de sang, ainsi qu'une bouteille de myrrhe, pas totalement débouchée. Puis à l'intérieur, tu sais, ça sent le produit myrrhe, ça sent que quelque chose a été lavé. Donc là, ils commencent à se dire, oula, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Donc ils décident d'aller à la maison des Godard. On découvre donc que c'est le docteur Yves Godard avec ses 2 enfants. Et il a aussi donc une femme, Marie-France Godard, qui a 43 ans. Mais à l'intérieur de la maison, en fait, tout est vide. Personne n'est là. Personne n'a constaté de disparition. Personne n'a alerté la police outre mesure sur cette famille, en fait. Il ne s'est rien passé. Donc ils rentrent dans la maison, tout est calme. Il n'y a pas de traces de lutte, etc. Ils commencent à visiter un peu toutes les chambres. Et là, ils aperçoivent sur le matelas les draps sont retirés. Et ils aperçoivent des petites gouttes de sang. Ils retournent le matelas et là, il y a des grosses taches de sang sur un côté du matelas. Donc là, ils commencent à se dire, oula. Dans l'escalier de la maison, parce que donc la chambre est à l'étage, dans l'escalier, pareil, ils vont retrouver des petites gouttes de sang. Et ils voient que certains endroits, ça a été frotté. Comme si quelqu'un a essayé d'effacer certaines traces, mais à la va-vite. C'est vraiment pas fait, c'est pas professionnel, on va dire, tu vois, c'est vraiment fait un peu à l'arrache. Il y a même un gendarme qui va s'asseoir sur le canapé. Et c'est que 2 jours plus tard qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, il y a des coussins du canapé qui sont imbibés de sang. Mais ils ont juste été retournés sur le canapé. Ils n'ont même pas été lavés ni rien, c'était vraiment retourné. Mais tu retournes le coussin, tu te rends compte directement qu'ils sont imbibés de sang. Dans les WC, ils vont retrouver aussi du sopalin avec un liquide noirâtre dessus. Mais ils sont encore en train de flotter dans l'eau, etc. C'est vraiment comme si c'était passé quelque chose de très bref.
Donc ça paraît vraiment très curieux. Les analyses médicales vont se faire. On va essayer de dire à qui appartient ce sang et que ça soit donc dans le lit, dans l'escalier, sur le canapé, mais aussi dans la voiture. C'est le même sang. C'est le sang de la mère. Marie-France Godard, la mère. Donc à partir de là, les policiers se disent, bon, est-ce qu'il n'y a pas eu un drame familial ? Est-ce que la personne n'était pas tout simplement blessée ? Et donc l'affaire commence à faire un peu de bruit, parce qu'au début, il y a eu un appel à témoins. Toujours pareil dans ces affaires, quand il y a de disparition, il y a appel à témoins, et l'appel à témoins crée un vase communicant pour tous les médias. Et du coup, surtout quand il y a un rebondissement comme ça, au début c'était juste une enquête pour disparition en mer, tu vois, c'est un truc finalement qui est relativement banal, qui va pas attirer beaucoup de médias, mais ça crée une petite ouverture. Et quand ensuite on découvre quelque chose dans le genre, forcément là tous les médias s'engouffrent, et l'affaire va vraiment avoir un retentissement très rapide, surtout que, comme beaucoup d'affaires comme ça qui font beaucoup de bruit, le docteur Godard, c'était quelqu'un, on va dire, de très respectable. C'était un médecin, tu vois, c'est quelqu'un de bonne famille, on va dire, tu vois, c'est toujours un peu le... On avait vu un peu ce ressenti, tu sais, avec Xavier Dupont de Ligonnès. C'est une famille un peu aisée à Nantes, etc. Là, c'est un peu le même truc. C'était un couple, donc, qui s'était mis ensemble dans une petite ville, donc à 20 km de Caen. Donc, je vais te dire le nom de la ville. Donc c'est Tilly-sur-Seulles. C'est un petit village donc, de 1250 habitants et c'est à 20 km de Caen. Ils habitaient dans une petite maison en pierre, très sympathique, voilà. Et donc il avait son cabinet sur Caen et sa femme en fait lui servait de secrétaire médicale, celle qui prenait les rendez-vous, celle qui gérait son emploi du temps au cabinet. Ils travaillaient vraiment, voilà. Finalement apparemment ils n'avaient pas beaucoup d'amis, ils étaient très... pas enfermés sur eux-mêmes, mais ils s'étaient un peu isolés, tu vois, dans leur petite maison, ils avaient leur petite famille, etc. Et du coup, Yves Godard, du coup, c'était un mec qui a eu... C'était sa deuxième épouse, Marie-France Godard. Avec sa première, en fait, ils avaient divorcé, il avait déjà 2 enfants avec cette première femme. D'accord. Et un troisième même qu'il avait reconnu, mais qu'elle avait eu avec un autre monsieur avant. Et du coup, il a eu 2 autres enfants avec Marie-France. Et Marie-France, c'était pareil, elle avait 2 autres enfants. Voilà, c'était des couples recomposés, voilà. Donc voilà, c'était vraiment une famille très classique, on va dire, où tout paraissait à peu près gentil, tout était beau, tout était rose. Ils vivaient à la campagne, dans leur petite maison. Voilà, tout paraissait bien. Mais forcément, à chaque fois, dans ce genre d'affaires, c'est toujours pareil, c'est l'image publique qu'on renvoie et qui, finalement, quand on se met à creuser, c'est un peu différent. Et là où les enquêteurs vont commencer vraiment à se poser des questions, même s'ils en avaient déjà beaucoup avant, c'est qu'ils vont retrouver un mot à la maison qui sera affiché. Donc c'est censé être un mot écrit par Marie-France à l'adresse de sa grande fille. D'accord. Pas la fille qu'il a eue avec Yves Godard, mais celle qu'il a eue avant, donc son aînée qu'elle a eue avant. Donc dans ce mot, elle met « Nous partons quelques jours pour décompresser. On rentre dimanche après-midi. Bisous, Yves, maman. » Voilà. Sauf que très rapidement, les graphologues vont conclure que l'écriture, c'est celle d'Yves, c'est pas celle de la maman. D'accord. Et donc, ils vont commencer à se poser énormément de questions. Ils vont poser des questions, bien sûr, à tous les proches. Par exemple, la fille de Marie-France l'avait eu la veille, donc le 31 août, elle l'avait eu la veille de leur départ. Au téléphone, ils avaient parlé un long moment dans l'après-midi, et à aucun moment, Marie-France n'avait parlé d'un voyage en voilier, tu vois, d'un départ, etc. Et en plus, elle détestait la voile. C'était vraiment une passion que Yves avait, mais qu'il ne partageait pas du tout avec sa femme. Pareil, Yves adorait le théâtre. Sa femme ne partageait pas du tout cette passion, donc ils faisaient des choses quand même séparément, tu vois. Et dont ça, et c'est ce qui va aussi poser des questions aux enquêteurs, c'est pourquoi elle serait partie sans prévenir personne du jour au lendemain. Pour faire un truc qu'elle aimait pas. Qu'elle aimait pas en plus, c'est ça. Ok. Voilà. Donc en plus, ils vont remonter un peu le casier judiciaire de ce gentil docteur Yves, et ils vont se rendre compte que finalement, il n'est pas si lisse que ça. C'est pour plein de choses en fait. Comme je t'ai dit avant, il avait une autre femme
donc il a eu 2 enfants avec elle, il a reconnu le premier qu'elle avait eu avec un autre homme. Et en fait, un peu aussi, ça m'a rappelé l'affaire Dupont de Ligonnès, où tu sais, le père de Xavier Dupont de Ligonnès s'était séparé de sa mère quand ils étaient jeunes, et ça avait créé chez Xavier Dupont de Ligonnès un peu ce sentiment d'être l'homme de la famille, et lui, il devait pas échouer, et tu sais, ça avait travaillé toute sa psychologie sur le côté... il était partagé entre son désir de liberté de parcourir le monde et le fait d'avoir une petite famille bien rangée, bien propre, etc. Ouais. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, tout à fait, ouais. Et ben là, on se rend compte, c'est ça qui est assez drôle, c'est que là aussi, en fait, il s'est passé quelque chose avec le père, mais beaucoup plus tard, finalement. Yves Godard était déjà adulte, hein. Il était avec sa première épouse, et en fait, ses parents vont partir à la retraite, comme tout le monde, et pour leur retraite, en fait, ils vont avoir un petit coup de folie, ils vont se dire, tiens, on va vendre la maison et on va se servir de l'argent pour faire le tour du monde. On est à la retraite. Vas-y, quoi. On se fait plaisir, quoi. Sauf que 6 mois après ce fameux départ du tour du monde, donc je sais pas où ils en étaient, hein, mais le père de Yves Godard va annoncer en fait à sa mère, donc à la femme du père de Yves Godard, tu me suis, oui. Hein. Ouais. Il va annoncer donc à sa femme qu'il en fait il a une maîtresse depuis plusieurs années, une maîtresse qui en plus il l'entretient, c'est-à-dire qu'il lui loue une maison dans un village voisin. Une double vie carrément. Ouais, il a carrément une double vie, et en fait s'il l'annonce à sa femme, c'est parce qu'en plus il compte la quitter pour aller vivre avec sa maîtresse en fait. Ok. Donc après, je connais pas plus en détail l'affaire, mais quand tu te dis qu'ils ont vendu la maison 6 mois plus tôt, et que 6 mois après, il annonce qu'il veut divorcer, etc., je sais pas au niveau argent comment ça se joue, comment ça se règle, mais j'imagine que ça a dû créer un truc complètement dramatique dans la famille. Et Yves Godard va vraiment le prendre très très mal, va être en froid avec son père. Ils vont pas se voir pendant plusieurs années. Ils vont ensuite se revoir... parce que, oui, je vais revenir juste avant, c'est que avec sa première femme, justement, elle a témoigné un peu plus tard, donc après la disparition, tout ça, pour dire qu'en fait, il y a vraiment eu une bascule le jour où son père a fait ça, même pour lui psychologiquement dans sa vie de tous les jours. Il en a voulu à son père d'avoir fait ça, forcément à sa mère, mais en fait, quelques années plus tard, il va reproduire la même situation donc avec sa femme, et pareil, il va s'embrouiller avec ses 2 enfants. Ok. C'est ça, des fois, qui est assez... tu le remarques assez souvent, cet effet miroir, je trouve qu'il y a dans des relations où des fois, on va être en colère contre quelqu'un parce qu'il nous fait quelque chose, et cette colère va nous pousser à la reproduire avec d'autres gens. C'est ça qui est... C'est les mystères de la psychologie humaine, ça, c'est toujours... Et du coup, dans l'éducation, d'autant plus. C'est vrai que là, il s'agit du père. Clair, les liens sont encore plus forts, c'est clair. Et du coup, il va se mettre en couple avec Marie-France. Ils vont avoir donc leurs 2 enfants, Camille et Marius. Et par exemple, son père, il ne leur verra que pour Noël ou aux anniversaires. Ils iront juste prendre un café pour que le grand-père voie ses petits-enfants, leur offre leurs cadeaux. Mais voilà, ça s'arrête à ça, leur relation. C'est plus on va pas faire un gros repas de famille, on invite papa, tu vois. C'est vraiment... On va boire un café, tu leur dis bonjour, bon anniversaire, tu leur offres leurs cadeaux, on reste un quart d'heure et puis au revoir, quoi, tu vois. Ok. Tu vois, c'est très très froid comme genre de relation. Et ensuite, on découvre, là encore, on va dire que c'est quelque chose de très personnel, très comportemental. Ça, on n'est pas dans les affaires de la famille, on peut pas juger de l'extérieur. C'est juste quelque chose qui est intéressant, je trouve, à dire psychologiquement pour peut-être le comprendre au niveau du contexte. Tu vois que ça a pu créer des choses, mais sinon on peut pas vraiment juger. Chacun, on n'est pas dans la vie des gens, quoi. Donc voilà. Oui. Par contre, là où c'est un peu plus problématique, c'est que dans le casier judiciaire, en fait, il y a 2 mentions à son nom. Donc il n'a jamais été condamné, mais il a été 2 fois soupçonné. Donc encore une fois, c'est à remettre en perspective, hein. Jamais condamné, mais bon, une présomption d'innocence. Mais bon, c'est toujours intéressant de le citer quand même. Il a été soupçonné une première fois d'avoir brûlé du matériel agricole suite à une altercation avec un paysan dans son village. Donc voilà. Ok. Il s'est engueulé avec un mec. Bizarrement, quelques temps après, il y a du matos à ce mec qui a brûlé. Il n'y a eu aucune preuve, on n'a jamais pu dire que c'était lui, mais il avait fait partie en gros des suspects. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. La deuxième chose qui est un peu plus tendancieuse, j'ai envie de dire, c'est donc en 96, donc 3 ans avant l'affaire, on va dire, il y a 2 adolescentes
qui vont noter la plaque d'un van qui se situe dans la rue de son cabinet, Dr Yves Godard. Et puis en plus, cette plaque mène au Dr Yves Godard, à son fameux van. Et le problème, c'est qu'à l'intérieur, en fait, il y avait un homme qui montrait son pénis aux 2 adolescentes. Voilà. Donc ça, c'est un peu plus... voilà. Sauf que c'est resté des témoignages. Il n'a pas été poursuivi. Il n'y avait pas de preuves à part le témoignage de ces 2 adolescentes. Ça n'a pas été plus loin. Ensuite, donc, c'est un médecin qui est pas mal décrié dans son métier, parce que c'est un grand adepte des médecines alternatives. D'accord. Tout ce qui est médecine douce, il va faire un peu de sophrologie, un peu de méditation, Ok. mais aussi de l'acupuncture, de la voyance et de l'astrologie. Voilà, ça va loin. Quoi. Voilà. Et là où il s'est un peu plus radicalisé, c'est que c'est un peu toujours le problème, on va dire, enfin pas toujours, mais qu'on retrouve assez souvent dès qu'on rentre dans ce truc de médecine alternative, c'est qu'on finit toujours par se radicaliser contre la médecine traditionnelle, on va dire. Et lui, il s'est radicalisé au point de ne plus vouloir payer ses charges sociales. Il est parti, donc c'est dans la CDCA, c'est une sorte de syndicat en gros qui va défendre les travailleurs contre le système en place de santé, et donc qui va inciter les gens à ne plus payer leurs charges sociales, mais à mettre leur argent dans des fonds de pension alternatifs, souvent dans des paradis fiscaux en dehors de la France pour pas être taxés, etc. Bref. D'accord. On en reviendra un peu plus tout à l'heure là-dessus. Mais avec tout ça, en fait, comme il ne paye pas ses charges sociales, il a des relances des huissiers, etc. Et il va se retrouver endetté. Donc en 98, les enquêteurs vont calculer qu'a priori son endettement est aux alentours de l'équivalent de 300 000 €. Parce que c'était en francs à l'époque. Non, c'est Ligonès, c'est hallucinant. C'est ça. Ça reproduit Après, la même... contrairement à Ligonès, qui lui, on a constaté qu'il était endetté, mais qu'en plus c'était un piètre gestionnaire de compte. Là, le docteur Godard, lui, c'est un médecin, et 300 000 €, ça peut paraître énorme pour quelqu'un comme nous, avec un salaire, on va dire, normal. Mais pour un médecin, finalement, c'est pas si important. Parce qu'il gagne pas mal sa vie, même s'il fait de la médecine alternative, etc. Il a eu des suspensions sur le droit d'exercer, mais il continue d'exercer. Il a sa clientèle, il a son cabinet. Enfin, ça fonctionne pour lui niveau argent. Même en faisant un prêt à la banque pour rembourser ses dettes, il pourrait, en fait, si vraiment il voulait. Après, il avait l'air d'être un peu dans une démarche militantiste. Ce qui fait que s'il ne payait pas ses dettes, c'était plus pour protester, en fait. Oui, tout à fait. Faire bouger les choses. Tout à fait, ouais. Voilà. C'est pas parce qu'il pouvait pas, ouais. C'est ça. Donc c'est intéressant de le préciser qu'il avait des dettes, mais voilà, contrairement à Ligonès, je pense que c'est pas forcément un truc qui a joué. Oui, donc parce qu'il avait des dettes, mais il avait l'argent pour le rembourser, en fait. C'est juste un choix de sa part. Voilà. C'est l'argent qu'il mettait pas dans ses charges sociales. Comme je t'ai dit, il devait l'envoyer sur des fonds d'investissement ou sur des comptes, sur des paradis fiscaux. On ne sait même pas à combien s'élève exactement sa fortune. Mais beaucoup disent qu'au moment de sa disparition, il était richissime. Ce qui aura un intérêt pour la suite de l'émission. Ok. Contrairement à Ligonès, du coup, qui tout à fait, beaucoup pensent qu'il était totalement fauché au moment du drame. Un truc qui est assez curieux, c'est que 2 mois avant cette disparition, le docteur Godard a été jusqu'à Paris pour faire rapidement, on va dire, tous ses vaccins internationaux. D'accord. Donc 2 mois avant, il avait tous les vaccins, il pouvait aller partout sur la Terre, en gros. Il n'aurait plus rien à se vacciner, tout était à jour, quoi, en gros. 2 mois avant. Voilà. Et on n'a pas connu qu'il n'est pas parti en vacances pendant les 2 mois, tu vois, même si c'était l'été, tu vois, il n'est pas parti je ne sais où. Donc, c'est un truc intéressant à noter. Très suspect, ouais. On se rend compte aussi que du coup, le voilier, il va le réserver plusieurs semaines avant. C'est pas genre, dernier moment, il est parti, il a loué un voilier, il s'est barré. Le voilier, ça faisait plusieurs semaines en fait qu'il était réservé. Et chose assez intéressante aussi, c'est que sur son carnet de rendez-vous, la semaine à laquelle il est parti en voilier, en fait, elle était pleine de rendez-vous. D'accord.
les policiers donc ont appelé tous ces gens qui étaient sur son carnet. Certains étaient des fakes, certains n'existaient absolument pas. Et d'autres, c'était vraiment des patients qu'il avait régulièrement. Mais en les appelant, les patients disaient « Ah non, j'ai pas rendez-vous ce jour-là ». Donc là, ils ont commencé à se poser des questions. Ils se sont dit pourquoi le docteur Godard a fait ça. Et ils se sont dit, c'est peut-être en fait que Marie-France n'était absolument pas au courant de tout ce projet. Et comme c'est elle qui gérait son planning, peut-être qu'il s'est créé une semaine de travail complet pour qu'elle ne se doute de rien en fait. Lui, il a tout réservé dans le dos. Mais après, ça fait partie des questions qui se posent, mais voilà. Mais ça pourrait correspondre à ça en fait. Et de toute façon, comme je te disais, Marie-France, la veille de la disparition, elle a parlé avec sa fille et c'était absolument pas question de partir en vacances ou je sais pas quoi, tu vois. Donc forcément, à ce moment-là de l'enquête, les grosses suspicions viennent sur le docteur Godard. On commence à voir un peu un scénario qui se déroule. Pourquoi pas un drame familial, une dispute qui a conclu à un geste de trop et pourquoi pas au décès de Marie-France. Et qu'ensuite il soit parti avec le bateau. Et est-ce qu'il a fait disparaître le corps avant dans la nuit? Est-ce qu'il a fait disparaître le corps une fois sur le bateau? On ne sait pas. Un truc qui est assez intéressant, c'est que le douanier qui avait abordé le bateau va dire aussi que sur le bateau, sur le pont, il y avait une grande sacoche de planche à voile. Il s'est absolument pas posé de questions sur le moment, mais par la suite, il s'est demandé est-ce que il y aurait pas un corps en fait à l'intérieur de la sacoche. Ça lui aurait permis en fait de transporter le cadavre de Marie-France de cette façon-là. Oui, surtout qu'il y avait comme tu disais tout à l'heure, le sang qu'il y avait sur le canapé et sur le lit, c'était le même qu'il y avait dans la voiture. Donc, probablement le corps, il l'a emmené jusqu'au bateau en plus, donc, selon les taches de sang. Ouais. C'est ça. Ok. Donc, comme le mari devient le suspect principal, on se dit qu'il est en fuite avec ses enfants. Peut-être que c'est ça, vis-à-vis de son endettement, vis-à-vis de plein de choses. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il était dans un cycle infernal qui faisait que ses dettes, il serait obligé de les payer au bout d'un moment. Et du coup, il a décidé de changer de vie avec ses 2 gamins. Il a tué sa femme. Il est parti. On ne sait où, mais avec l'argent qu'il avait caché pour se refaire sa vie, quoi. Donc, il y a eu plusieurs témoignages. Il y a eu par exemple la voisine qui va faire un témoignage qui va beaucoup perturber l'enquête. Après, c'est pas de sa faute, c'était une personne âgée qui, comme on parle souvent, des faux souvenirs, etc. Ouais. Là, pour elle, en fait, le matin du 1er, elle les a vus partir et elle les a arrêtés pour leur dire bonjour. Et ça l'a étonnée parce que généralement, quand ils partaient, ils n'hésitaient pas à la prévenir pour qu'elle aille donner manger aux chats de la famille. Et là, c'est au moment de partir, ils l'ont croisé par hasard et le docteur Yves Godard lui a demandé « Ah du coup, est-ce que vous pourrez aller nourrir le chat et tout ?» Rien n'était prévu à l'avance, donc ça l'avait un peu surprise. Et dans ses souvenirs, il y avait les 2 enfants à l'arrière de la voiture et elle avait eu l'impression d'avoir vu, dans ses souvenirs, tu vois, elle avait l'impression d'avoir vu la silhouette de Marie-France qui lui faisait un signe. D'accord. Donc, au tout début, quand il y a eu ce témoignage, beaucoup d'enquêteurs sont partis dans le fait que Marie-France en fait était encore vivante au moment du départ. Ouais. Voilà. Sauf que donc le loueur du bateau lui a dit non, le mari était tout seul et puis les 2 enfants eux n'avaient pas l'air perturbés ni rien, ils jouaient, ils rigolaient, rien d'anormal, tu vois. Donc ça accrédite un peu la thèse du fait que Marie-France n'était pas blessée, par exemple. Si maman avait été blessée dans la voiture, le loueur l'aurait vu. Et puis même si les enfants étaient au courant qu'il était arrivé quelque chose à leur mère, ils seraient peut-être pas dans cet état si jovial. Donc ça accrédite pas mal 2 thèses. Soit le fait que le docteur Yves Godard ait fait disparaître le corps de sa femme dans la nuit, soit peut-être dans la sacoche. Au début, il pensait aussi que ça pouvait être sur la route, parce qu'il est parti à 8h45 et il avait rendez-vous à 10h30 pour la location du bateau. Donc il y a à peu près 1h45 de route entre son domicile et Saint-Malo. Et c'est à peu près le temps qu'il faut, en fait. Comme s'il n'avait pas été retardé, tu vois, en essayant de camoufler un corps, etc. Et puis même, on se dit que si les enfants l'avaient vu en train de faire un truc comme ça, il ne serait pas dans cet état-là. Donc voilà, les 2 théories, ce serait qu'il a fait disparaître le corps dans la nuit,
ou alors il l'a amenée sur le bateau et c'était peut-être elle qui était dans la sacoche. Voilà, c'est un peu les deux théories qui restent à la police, mais du coup, ils vont déployer des moyens considérables pour fouiller tout autour de la maison, dans le village, mais aussi sur la route, à plusieurs endroits, etc. Des fouilles qui vont durer très longtemps. D'ailleurs, ça va être interrompu, ils vont fouiller dans certaines zones qui, en fait, ça va arriver jusqu'à décembre 99, et toutes les recherches vont être arrêtées à cause de la fameuse tempête qu'il y a eu en 99. D'accord. De septembre jusqu'à décembre, il y a eu des fouilles, en fait, en continu, tu vois, pour essayer de trouver, parce que voilà, il y a disparition, mais il n'y avait pas de cadavre, donc voilà. Un mois après la disparition du docteur Yves Godard et donc de ses 2 enfants et de sa femme, il va y avoir l'apparition d'un mystérieux corbeau. Donc c'est des lettres anonymes qui vont arriver. Après, dans ce genre d'affaires, il y en a toujours, soit qui essayent d'être intéressants, soit qui pensent vraiment avoir des infos. Enfin, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. Mais là, il y a un corbeau qui va retirer un peu l'attention des enquêteurs. Parce que, en gros, de toute façon, ils sont obligés de checker dès qu'ils ont une information, dès qu'il y a un témoignage, ils sont obligés d'aller vérifier. Tu vois, c'est toujours un peu pareil. Et là, il y a donc 1 mois après la disparition, le corbeau envoie une lettre en disant que Godard est sur l'île de Man. Donc, c'est une île entre l'Irlande et l'Angleterre. C'est une île qui est assez connue parce que c'est un paradis fiscal. C'est une des choses qui va faire que ça va un peu tilter, tu vois, dans les enquêteurs. Ils vont se dire voilà. Donc ils vont aller sur place, ils vont mener leur enquête. Et en plus sur place, il va y avoir vraiment pas mal de témoignages allant dans le sens de cette lettre. Bref, les policiers sont très conscients que les témoignages peuvent être des indicateurs, mais ne feront jamais preuve. Ce ne sera jamais des chemins en or vers la vérité. Hein. Ils savent la faiblesse des témoignages. Du coup, une fois sur l'île de Man, c'est une petite île, hein. Mais ils vont ratisser toutes les cassettes, parce qu'à l'époque c'était avec des cassettes pour les visionnages de vidéosurveillance. Pareil, ils vont faire un listing de tous les appels qui ont été passés sur l'île en direction de la France. Donc ils vont vraiment mener l'enquête, tu vois, tambour battant. Fond, ouais. Mais aucun résultat. Aucune chose va... Voilà. Mais après quelques temps, le même corbeau va encore envoyer une lettre pour dire que le docteur Godard est actuellement sur l'île de Lewis. Donc c'est une île qui est bien plus au nord encore, qui est au niveau de l'Écosse, hein, à l'ouest de l'Écosse, si tu vois un peu, si tu arrives à se situer. D'accord. Et donc, ni une des deux, les urgences. Les gendarmes partent en urgence sur cette île parce que dans la lettre, c'était carrément marqué le docteur Godard est là, vite sauvez Camille et Marius, qui avaient ce sentiment d'urgence. Donc là, les gendarmes vont faire une petite erreur, c'est qu'ils vont partir un peu trop rapidement. Ils vont même payer eux-mêmes leur billet d'avion, c'est pour dire. Okay. Et sauf qu'en arrivant sur place, la police écossaise va leur dire qu'en fait, ils n'ont pas de demande de commission rogatoire internationale. Normalement, ça devait être fait par un magistrat français. Ils sont tellement partis dans l'urgence qu'ils... Je ne sais pas s'ils n'y ont pas pensé, je sais pas. Hein. En tout cas, le résultat est là, ils n'avaient pas ça. Et donc, l'enquête, c'était la police écossaise qui devait la mener eux-mêmes. Et les gendarmes qui étaient arrivés sur place vont être enfermés dans un hôtel. Ils n'ont pas le droit de bouger, ils n'ont pas le droit d'enquêter. C'est les droits, c'est comme ça. Ce qui va créer pas mal de problèmes, notamment parce que la police écossaise, du coup, n'est absolument pas au courant de l'affaire. Donc, t'imagines bien que le temps de... on t'explique tout le truc, de se remettre dans le truc. Et surtout, en fait, les gendarmes, eux, n'ont pas le droit de sortir de leur chambre d'hôtel. Mais les journalistes, eux, de France, hein, ils ont le droit d'arriver tranquille et eux de mener leur enquête, de commencer à interroger les gens dans la rue et tout le bordel. C'est toujours un peu le problème. Du coup, là où... Si le docteur... j'arrête pas de dire professeur Godard, tu vois. Mais si le docteur Godard était présent sur l'île, il était peut-être pas au courant qu'il s'était fait repérer. Là, que les journalistes arrivent, que ça commence à faire du bruit, forcément, c'est une île, hein, c'est pas un truc immense. Tout le monde... Peut-être pas tout le monde se connaît, ça c'est un peu le cliché, mais tu vois. Forcément, tu te dis que... Voilà. Ouais. Ça va peut-être le faire bouger et ça sera trop tard, quoi. Donc voilà, les enquêteurs écossais font des débriefs
aux gendarmes français, mais c'est tout. Ils ont accès à rien d'autre. Après, la police écossaise fait son taf, demande des témoignages, demande des trucs. Il y a pas mal de témoignages assez crédibles, comme celle d'une vendeuse dans une boutique de jouets, qui va voir un couple avec 2 enfants qui correspondent vraiment à la description. Pareil, il y a un gîte à 10 km dont le docteur Godard aurait été vu là-bas. Mais voilà, globalement, ça reste encore des témoignages. À chaque fois que les policiers se rendent sur place, il n'y a plus personne, il n'y a rien. Okay. Quoi. Mais voilà, donc il y a un appel des témoins qui va être fait et ça va populariser l'affaire dans toute l'Écosse. C'est une affaire française, mais qui va devenir là aussi un sujet de débat. Voilà. Et du coup, à partir de ce moment-là, ils vont recevoir plein de témoignages, plein de trucs, mais qui à chaque fois mèneront à rien. Et globalement, la trace de Godard va s'effacer totalement. Donc le 16 janvier 2000, 4 mois après la disparition de la famille Godard, un sac de toile est remonté par le chalut d'un pêcheur au large de l'île de Bats. Il contient de nombreux effets personnels de tous les membres de la famille. Des vêtements, les permis de conduire d'Yves et Marie-France, les cartes grises des 2 véhicules, les chéquiers, le contenu entier du sac à main de Marie-France, des jumelles et un marteau. Les gendarmes vont continuer à mener leur enquête, ils vont fouiller un peu tous les papiers, un peu comme dans l'affaire Ligonnès où ils ont remonté toutes les conversations informatiques et tout. Là, le problème, c'est que l'informatique, on est en 99, il n'a pas sa place autant que 12 ans plus tard, dans l'affaire Ligonnès. Là, ils vont remonter plus les lettres, choses comme ça. Et globalement, ils vont rien trouver d'intéressant, à part une lettre. Donc je vais te lire un peu parce que il y a plusieurs phrases assez longues, donc pour pas déformer les propos, je vais te le lire. Ok, voilà. ok. Donc c'est une lettre qu'elle aurait écrite donc à son mari. Si le cabinet médical ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, lui explique-t-elle, c'est parce qu'il a récemment changé. Il a cessé, dit-elle, de vouloir séduire ses patients, il s'est renfermé sur lui-même, constate Marie-France. Mais elle y voit une chance. Tu as toujours joué un rôle, mais je te sens prêt. Tu ne veux plus tricher par rapport à toi-même. Elle imagine des solutions pour l'avenir. Il faudrait presque que tu vendes ta clientèle pour te permettre de te remettre dans tes pompes et pourquoi pas te réinstaller ailleurs afin de repartir sous une autre forme. J'ai bien peur que tu n'aies pas le choix. Il faudrait que tu aies une clientèle qui ne te connaisse pas, qui ne t'a pas connu avant, afin qu'elle n'ait aucun a priori sur toi. Bien sûr, tout cela est plus facile à dire qu'à faire, mais qu'est-ce que tu risques si ce n'est d'être mieux après ? Actuellement, je pense que le plus urgent pour toi est de te sauver, toi, de te privilégier, de te soigner avant de soigner les autres. Si jamais tu prends cette décision, il faut qu'elle vienne de toi et de toi seul. C'est-à-dire que tu ne sois pas influencé par moi, sinon ce ne sera pas bien. Lire ce courrier après la disparition de la famille, forcément, c'est troublant. Parce qu'elle lui dit, en gros, c'est comme si elle était d'accord, quitte tout ce que t'as, pour redémarrer ta vie ailleurs, tu vois. Et pas forcément avec elle, tu vois, en plus. C'est ça qui est assez perturbant, surtout quand tu sais ce qui s'est passé, en fait, derrière, quoi. C'est très étrange. C'est très étrange, ouais. Un truc perturbant aussi, c'est qu'on sait, pour le coup, que Yves Godard, lors de son départ, parce qu'on ne l'a pas retrouvé donc chez lui ni à son cabinet, il a emporté avec lui son diplôme de médecin. D'accord. Donc tu te dis, et c'est un truc pour le moment qui n'a pas encore été retrouvé, dans les affaires qu'on retrouve un peu partout dans la mer, etc. Donc tu te dis, bon, voilà. Ouais. La thèse du il est en train de reconstruire sa vie ailleurs, forcément, est très très présente. Et donc dans la lettre, elle parle vraiment pas de sa place à elle et la place qu'elle pourrait occuper dans sa nouvelle vie, même la place de ses enfants, elle en parle pas, elle parle vraiment de lui, c'est toi qui dois te recréer, qui doit, voilà. Ouais, alors peut-être qu'elle pense à ce moment-là, en Forcément, écrivant cette c'est lettre, nous, c'est ça. c'est que lui et pas avec les enfants en fait. C'est juste lui. Oui, tout seul. surtout nous, on le lit maintenant avec le recul de ce qui s'est passé, on essaie Tout à fait, d'interpréter des trucs. Peut-être que voilà, elle parlait vraiment pour lui et c'est pour ça qu'elle a pas cité tout le monde à côté, mais c'était naturel peut-être pour elle que les autres allaient l'accompagner, mais bref. Il y a un autre passage de cette longue lettre qui intrigue encore plus les gendarmes. Ça dit « Je veux bien aller m'harmoniser avec toi, mais il faut qu'avant tout qu'on s'harmonise tous les deux. Bien sûr, si j'allais dans un truc comme ça, je n'irais pas les yeux fermés, je demande à voir dans le concret. » Donc là, tu te dis...
pour toi, ça ne veut rien dire. Sauf que dans les années 90, le terme sarbonisé, Ok, ouais. c'était quelque chose d'assez courant, qui interloquait directement dans un discours les gendarmes de l'époque. Parce que comme on a parlé dans l'émission sur la secte du temple solaire, dans les années 90, il y a eu beaucoup d'affaires de sectes. Comme il y avait, tu sais, je t'avais dit que l'an 2000 était vraiment utilisé par beaucoup de sectes, comme l'apocalypse future qui allait arriver, tu vois, Et du coup, il y a eu beaucoup d'actions de sectes. On avait vu le temple solaire avec des suicides collectifs, mais il y en a eu un peu partout dans le monde, des sectes qui ont perpétré des massacres par peur de l'apocalypse, par peur de plein de choses. Et du coup, ce terme s'harmoniser, ça fait un déclic dans les oreilles des enquêteurs, parce que ça fait référence à un mouvement sectaire, la secte Ivy, donc l'invitation à la vie intense. Comme toutes les sectes, au début, c'est pas appelé secte, hein, c'est un mouvement philosophique et spirituel qui était... Alors, je me suis renseigné aussi sur la secte, du coup, parce que j'en ai entendu parler, du coup, en me renseignant sur l'affaire, mais il survolait un peu, tu vois, ce qu'était la secte. Ouais. Mais donc, globalement, voilà, c'est une secte qui a été créée en 84, qui a commencé à avoir du succès dans les années 90, et la gourou, on va dire, c'était une femme qui s'appelait Yvonne Trubert. Donc c'était une femme qui, depuis son plus jeune âge, en fait, prétendait avoir des pouvoirs de voyance, des pouvoirs de guérisson. Elle pensait qu'avec ses mains et avec les prières, elle pouvait guérir les gens. Elle disait que toutes les maladies qu'on avait, c'était le fruit, en fait, de mauvais souvenirs. C'est-à-dire que toutes les blessures, toutes les moqueries, toutes les humiliations qu'on subit dans notre vie créent les maladies qu'on va avoir dans le futur. Et que donc, pour soigner ces blessures, il fallait prier. Et elle était comme un vecteur où les prières étaient encore plus intenses quand elle posait ses mains, tu vois. D'accord. Tu vois, c'est ça un peu le délire. Donc elle se servait donc du catholicisme. C'était, on va dire, la base de son groupe de pensée philosophique. Elle se servait du mouvement catholique pour elle-même, tu vois, raccrocher ses théories et ses pouvoirs magiques, on va dire, Ouais. à cette religion, voilà. Mais elle y mêlait aussi un peu d'hindouisme et de l'ésotérisme. Voilà, c'était un peu un cocktail, tu vois, où on prend un peu de partout pour... Et carrément, hein, grâce à ses pouvoirs, elle disait qu'elle pouvait soigner les cancers, le sida qui était très à la mode, on va dire, enfin très à la mode entre guillemets, mais qui apparaissait réellement dans les années 80 à ce moment-là, et même carrément à se préparer à la mort. Elle disait pouvoir enlever les peurs, etc., et t'aider à passer à l'acte. C'est forcément en plus ça fait tilt d'autant plus dans le truc des enquêteurs parce que c'est un truc assez important du courant spirituel. Et donc c'est un groupe philosophique. C'est en 96 qu'il a commencé à avoir des plaintes d'anciens adeptes de cette secte qui disaient qu'ils avaient même perdu des proches. Il y a des gens qui ont refusé, comme dans toutes ces sectes, qui ont refusé les soins traditionnels. Et qui du coup, il y en a qui sont carrément morts en fait de leur maladie, de leurs blessures, etc. Et donc voilà, donc quand les enquêteurs lisent s'harmoniser, c'était une phrase qui était très répandue dans cette secte. Donc forcément, tu fais un rapprochement. On sait qu'il y avait pas mal de notables qui adhéraient à cette secte, et notamment plusieurs médecins qui ont été radiés de l'ordre des médecins parce qu'ils pratiquaient, ils envoyaient des patients à eux vers cette dame. T'imagines, tu vas voir ton médecin traitant et il t'envoie... On sent qu'il était dedans, Yves Godard. Là, on sent plus Godard, qu'en fait, c'est médecine complémentaire, c'était pas complémentaire, en fait. C'était pour remplacer... ça collait, en fait, classique. Finalement, avec ce qu'on savait de lui officiellement, le côté médecine alternative, tout ça. Quand il y a eu l'apparition, on va dire, de cette secte dans leurs interrogations, les gendarmes se sont dit, tiens, ça pourrait coller, en fait... c'est ça. Ils se sont renseignés là-dessus et ils se sont rendus compte que Godard avait bien participé à une réunion de la secte dans la forêt de Pimpon à Brocéliande. Ok. Donc il n'y a pas plus d'informations là-dessus. Donc a priori, ils sont sûrs qu'il a vraiment participé à une réunion là-bas. On ne sait pas du tout s'il était adhérent et tout. Forcément, quand ils sont allés poser des questions à des membres de la secte, il n'y a eu aucune réponse, personne ne le connaissait, il y a toujours forcément ce doute, mais au niveau de la justice, on n'a pas pu aller creuser plus,
parce qu'il y avait vraiment aucune preuve, à part cette lettre où il y avait un vocabulaire commun et le fait qu'il ait participé à une réunion. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. On n'a rien su de plus. Voilà. Après, donc, ils apprennent que donc, Yvonne Trubert donc, elle possède une société immobilière baptisée La Mariale, basée à Ploua, dans les Côtes-d'Armor, non loin de Saint-Malo, et surtout non loin du dernier endroit où a été aperçu le voilier. Donc, ça faisait quand même partie des pistes, mais ils n'ont pas pu creuser plus, parce que c'était totalement fermé, ils n'ont rien pu creuser en plus, mais voilà, il y avait cette petite... Ok. Ensuite, donc, il y avait la fameuse aussi Confédération de défense des commerçants et artisans, la CDCA que je t'ai parlé tout à l'heure, dont Yves Godard était adhérent depuis 1994. Et il est même devenu trésorier de la Confédération du Calvados. Donc il avait, même si, pareil, quand ils vont aller poser des questions, les gendarmes, à cette confédération, donc c'est un sorte de syndicat, hein, comme je t'expliquais tout à l'heure, pareil, là les gens vont dire, oui, on le connaît, mais il était vraiment pas très actif. Voilà. Les gendarmes ont demandé, mais est-ce qu'il n'y aurait pas vous n'êtes pas au courant de comptes à l'étranger sur lesquels aurait pu participer le docteur Godard? Bien sûr, eux, non, on est au courant de rien. C'est un peu toujours le problème de ces groupes qui font des trucs, on va dire, un peu cachés sous le manteau, forcément. Ils vont pas révéler tous leurs trucs pour aider à ils se protègent. Oui, ouais. Après, donc l'enquête va commencer quand même à porter ses fruits à ce niveau-là. Donc on va se rendre compte que... Parce qu'il y a plusieurs recommandations, tu vois, de cette confédération pour aider les gens en fait, à ne pas payer leur charge sociale à l'URSSAF, etc. Il y a plusieurs conseils, etc. Et on se rend compte qu'en fait, Godard avait commencé à faire ça. Par exemple, il avait créé 2 sociétés immobilières, la CCI Marive et la CCI Hanneman. Donc c'est pour protéger sa maison d'une éventuelle saisie. Parce que par exemple, quand tu as des dettes, au bout d'un moment, les huissiers peuvent te saisir des biens, dont ta maison, dont tes voitures, etc. Et pareil, ces 2 voitures, il va les immatriculer. Alors je ne sais même pas que c'était possible, je ne sais même pas si c'est encore possible, hein, du coup. Mais à l'époque, ça l'était. Il a immatriculé, on va dire, ces 2 voitures, donc celle de sa femme et la sienne, au nom de ses enfants. Alors remarque, c'était peut-être ses enfants de son premier mariage. C'est peut-être pas, tu vois, c'est peut-être pas ses 2 petits-enfants, parce que ça me paraîtrait complètement débile. Elle a 6 ans, il a 4 ans, mais c'est leur bagnole. Je sais pas. En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Comme ça, si, pareil, les huissiers veulent aller le chercher, ils peuvent pas saisir sa maison, ils peuvent pas saisir ses voitures. Ok. Donc ça te fait déjà, voilà. Pareil, ils vont trouver un compte dans un paradis fiscal au Portugal. Donc là, directement, ils vont aller enquêter là-dessus en se disant qu'il y a peut-être eu du mouvement derrière, mais non. Ils vont retrouver que, je crois qu'il y a 1 000 € et quelques sur ce compte, et il n'y a aucun mouvement suspect dessus. Bien sûr, ils vont le garder de côté, mais voilà, quoi, bref. Le temps va commencer à passer, il y a plein de témoignages un peu partout dans le monde, les policiers vont être baldingués, c'est un peu de partout. Et là, il y a eu des trucs, donc toi, je t'en parlais tout à l'heure des journalistes, un peu à quel point ça peut créer, quand il y a un commerce autour de tout ça, que ça peut créer des trucs vraiment très, très malaisants. C'est que les policiers donc, vont recueillir un témoin. Un homme est sûr de lui, il a aperçu le docteur Yves Godard en Afrique du Sud. Des gendarmes vont être envoyés là-bas, témoignages, etc. Et quand ils vont interroger l'homme qui a été témoin, ils vont montrer plusieurs photos. C'est qui que vous avez vu? Ils vont se rendre compte que le mec ne connaît même pas. Ils vont montrer photos d'Yves Godard, le mec ne connaît même pas en fait. Et le mec va finir par leur avouer qu'en fait c'est des journalistes qui l'ont payé pour qu'il fasse ce témoignage. Et comme ça, les journalistes, eux, ils avaient le scoop que des policiers s'envolent pour l'Afrique du Sud, Yves Godard aurait été aperçu. Ça fait vendre de tirage. C'est pas faux parce que les policiers vont vraiment en Afrique du Sud enquêter. Donc eux se couvrent du fait que c'est vrai. Et voilà. Donc c'est pour te montrer à quel point ce genre d'affaires. Puis tu te dis, est-ce que le scoop, ils vont te vendre combien? Ils vont se faire de l'argent. Donc... Voilà. Donc tu te rends compte, et là ça a une échelle comme ça en Afrique du Sud, mais moi du coup en découvrant ça, je me suis dit oui, mais en fait même dans n'importe quelle affaire aujourd'hui ou je sais pas quoi, genre tu vois même Xavier Dupont de Ligonnès quand ils avaient accusé le pauvre homme là qui habitait à côté de Paris là,
Tu te dis, est-ce que c'est pas des gens qui ont balancé ça pour vendre des articles derrière ou je sais pas quoi, pour relancer l'affaire, tu vois. Ouais, Moi, je t'en avais parlé que déjà j'étais un peu mal à l'aise face à ça, parce qu'en me renseignant sur l'affaire Ligonnès, j'avais remarqué que beaucoup de gens qui avaient des livres à vendre, qui faisaient leur petit business avec l'affaire Dupont de Ligonnès, souvent c'est des gens qui défendaient la thèse du fait qu'il était encore vivant. Parce que du coup ça donnait un côté, il a réussi son coup. Donc c'est un peu une sorte de génie du crime, tu vois, il y a un côté fascinant, oui, le mec il est encore en vie là en ce moment. Et du coup ça participe à ce truc, parce que si vraiment Dupont de Ligonnès, si on avait retrouvé son cadavre 2 jours après, à 100 mètres de l'hôtel ou je ne sais quoi, on n'en parlerait même plus de l'affaire, ce qu'il faut se dire. Il y a eu des autres affaires de tuerie familiale, on n'en parle plus parce que ça a été résolu. Le fait d'avoir cette interrogation, ça fait qu'on continue d'en parler, ça fait que les gens sont attirés par le mystère, essayent de résoudre les affaires. Et du coup, tu peux vendre du bouquin, tu peux vendre des trucs. Voilà, c'est pour ça que moi je suis assez mal à l'aise avec tout ça, c'est tout ce commerce qu'il y a autour. Voilà, bref. Et donc là, on le voit en direct, carrément, c'est des faux témoignages pour pouvoir faire des scoops. Bref. Ouais, faut faire t'as des faux témoignages pour l'argent, t'as des faux témoignages qui sont pas volontaires. Ça fait beaucoup, quoi. Parce que des fois, tu fais des, c'est ça, des faux témoignages. Le métier des gendarmes et des policiers est tellement complexe. Souvent, on leur tombe dessus dès qu'ils font la moindre petite erreur. Mais merde, quoi. C'est ultra compliqué. Nous, on est tranquille. On est tranquille dans notre fauteuil à juger dès qu'il y a une décision qui est mauvaise ou quoi. Mais c'est compliqué. C'est pas... voilà. On n'est pas dans les experts, quoi. Oui. Bref. L'enquête va finalement basculer le 6 juin 2000. Ah. Un chalutier va relever un filet de pêche et ils vont découvrir un crâne. Sur le coup, en fait, ils sont en Normandie, donc ça arrive assez fréquemment. Ils retrouvent des crânes de la Seconde Guerre mondiale, en fait, de militaires, etc. Sauf que ils vont rejeter le crâne à la mer parce que sur le coup, ils vont se dire... on va avoir encore des papiers à remplir, ça va nous faire perdre une journée ou 2 de travail, tu vois, vas-y. 4 heures plus tard, ils vont ressoulever un filet de pêche et il y aura encore un crâne dans le truc. Sauf que le crâne leur semble plus petit, comme si c'était un crâne d'enfant. Okay. Du coup, là, ils vont se dire, bon, là, c'est pas un militaire, je sais pas quoi. On va avertir la police, tout ça. Le crâne va être récupéré, analysé scientifiquement, et il se trouve que c'est le crâne de Camille, donc la fille de 6 ans. Donc ça bouleverse totalement l'enquête, parce que pour le moment, la piste vraiment qui était défendue, c'était vraiment que le professeur Godard avait sûrement tué sa femme. On pensait que peut-être qu'il n'avait rien dit à sa femme de son projet de fuite, et que peut-être il lui a annoncé, la veille de partir, il lui a annoncé voilà, faut qu'on parte parce que j'ai des dettes, parce que je ne sais quoi. Et peut-être que sa femme, elle, n'aurait pas voulu parce qu'elle avait d'autres enfants et qu'elle voulait pas les quitter, qu'elle voulait pas tout perdre. Une dispute s'en serait suivie et il l'aurait tué. Et après, il serait enfui avec ses enfants. Mais là, le fait de retrouver donc le crâne de sa fille, ça change tout. Ça change beaucoup de choses. La thèse de l'accident refait un peu surface. Est-ce qu'ils se trouve, ils ont vraiment eu un accident, même si c'est très vite balayé. Et donc on se dit, mais tous les gens qui le connaissent disent, ouais, mais il aurait pas pu tuer ses enfants, il les aimait. Enfin, c'est toujours un peu le problème. On n'imagine jamais ce genre de choses forcément. Donc à partir de ce moment-là, donc déjà que l'affaire faisait quand même grand bruit. Quelqu'un qui s'était fui pour fuir les impôts, etc. Forcément, ça fait déjà du bruit. Mais là, le fait de découvrir le cadavre de la petite fille, enfin le crâne, ils ont trouvé que le crâne, c'est tout. Là, il y a un retentissement énorme. Ça devient vraiment un phénomène médiatique en France. Tout le monde en parle. C'est l'affaire numéro 1, donc dans les années 2000. Nous, on était un peu jeunes. C'est pour ça, moi, je me rappelle pas l'avoir suivi en direct. Je me rappelle pas. Moi, pas du tout. Toi, tu sais quand même le nom. Ouais, le nom m'évoquait quelque chose. T'as déjà entendu, mais ouais. À partir de là, forcément, comme l'affaire devient un phénomène, là, les témoignages vont se multiplier, plein de choses. Et l'affaire prend un nouveau tournant. Donc le 11 février 2001, parce que la carte professionnelle du docteur, elle est ramassée par une promeneuse sur la plage de la Chapelle, sur l'îlot principal des îles des Ébillins, pour ceux qui connaissent.
Donc on retrouve sa carte professionnelle le 22 février, donc 11 jours après. On retrouve une carte bancaire au nom d'Yves Godard sur cette même plage. Puis le 24 mai de la même année, des promeneurs trouvent une carte de crédit, toujours sur la plage de la Chapelle. Une fouille minutieuse de la plage par les gendarmes est ordonnée par le juge. Au bout d'un moment, si tu retrouves des trucs, tu te dis, bon, peut-être qu'il a amarré ou je sais pas quoi sur cette plage et il a tout jeté ses papiers pour partir. Voilà, bref. Donc le 3 juin, une nouvelle carte est retrouvée par un plongeur sur le rivage de la plage. Donc là, carrément, il y a des gros moyens qui sont mis, ils vont retourner la plage, quoi. C'est avec des tracteurs, avec tout le truc et tout, mais plus rien ne sera découvert au moment des recherches. Mais le 31 juillet, une fois que les recherches ont été arrêtées, tu vois, une 5e carte est ramassée, sur la même plage toujours. Donc les cartes, elles sont analysées, et le problème, c'est que pour les experts, les cartes, ils n'ont pas séjourné, genre ils n'auraient pas jeté ça dans l'eau, et puis tu sais, c'est le courant qui les aurait ramenées. Ils font, c'est pas possible, les cartes là, elles sont quasiment neuves en fait. Elles n'ont pas été jetées depuis septembre de 99. Ok. Donc elles ont été déposées une à une. Ils pensent même, parce qu'en plus il y a des mois qui séparent les cartes. Et même ils disent, toutes les cartes n'ont pas genre été. La première carte a été découverte en janvier. Toutes les cartes n'ont pas été jetées à la mer en janvier. C'est vraiment quelqu'un qui dépose les cartes mois après mois sur la même plage. Donc ça participe au mystère. Tu dis, mais si c'est Godard, pourquoi il fait ça? C'est trop étrange. Ouais, quel est l'intérêt du mec? Pourquoi il ferait le petit poussé à mettre sur la même plage en plus, quoi? Bah ouais. Donc toutes les théories vont vraiment s'enflammer. Hein. Là, ça fait rentrer un peu cette affaire dans un truc. Il y a vraiment, il se passe quelque chose de fou, quoi. Et ce qu'il faut savoir, un truc que j'ai pas précisé tout à l'heure, il y a beaucoup d'experts au niveau des courants, au niveau de la marée, etc., qui disent que c'est pas possible. Que tous les éléments qui ont été découverts, c'est le sac, l'annexe, parce que oui, ils ont aussi découvert le bateau de sauvetage, parce qu'il y a une annexe, c'est par exemple pour faire des transferts en bateau, etc. Mais il y a un truc de sauvetage où quand ton bateau il a un problème, ça se gonfle, tu sais, vitesse grand V, et ça te fait un petit abri qu'on voit, tu sais, dans les trucs un peu de survivants où t'as un petit toit, etc. Ok. Bref. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'il va être découvert un mois après la disparition. Ce canot de sauvetage, on va le découvrir déchiré au niveau justement du petit toit, et on va aussi la pompe, la bonbonne de gaz en fait qui gonfle automatiquement le truc a été arrachée, donc elle n'est pas présente, et le bateau va être découvert plus de un mois après la disparition, et les gens qui connaissent un peu ce truc disent qu'en fait sans la bonbonne, un truc comme ça tient pas plus de 48 heures en fait. Donc ils disent, là, le canot, c'est comme s'il avait été lâché il y a moins de 48 heures, en fait. C'est pas possible qu'il soit resté gonflé sans la bonbonne pendant plus d'un mois. Donc un mois après la disparition, il y a encore... voilà. Ouais, comme si on essayait de faire croire quelque chose, quoi. C'est ça, comme si c'était une mise en scène, parce que du coup, tous les éléments qui ont été retrouvés petit à petit, c'est les gens, donc que ce soit les cartes là sur la plage qui arrivent... Ouais. Qu'on goûte, mais aussi le sac, l'annexe, le canot, enfin tout ça. À chaque fois, on les a retrouvés à des endroits différents. Et pour les experts, en fait, c'est impossible. Les courants, s'ils avaient tout perdu, un accident, parce qu'ils n'ont jamais retrouvé la coque du bateau ni rien. Le bateau, on l'a jamais retrouvé. Mais imaginons qu'il y a eu un accident, qu'il ait coulé et qu'ils soient tous morts, voilà. C'est pas possible qu'on retrouve tel objet à tel endroit. C'est pas possible qu'on retrouve le crâne de la petite à tel endroit. C'est pas possible. C'est pas possible. Au niveau des courants, etc., c'est pas possible en fait. Donc c'est comme si ça avait été délibéré, chaque objet a été placé à des endroits différents pour multiplier les pistes en fait. Ouais. Ok. Donc voilà, ça crée vraiment un mystère de dingue. Et en 2006, un chalutier va à nouveau remonter des ossements humains. Cette fois-ci, ça va être un tibia et un fémur. Et là, la surprise un peu générale, ça va être ceux de Godard, de Yves Godard. D'accord. Donc là, la thèse... toutes les thèses... J'imagine à cette époque-là, il devait y avoir des théories, mais dans tous les sens, ça devait être quelque chose, voilà. Et là, on a la confirmation que le docteur Godard est mort. Et donc là, les théories partent vers un suicide collectif. On ne sait pas exactement la raison, ça restera toujours un mystère.
Et 2 ans plus tard, le 14 décembre 2008, une nouvelle carte de mutuelle est retrouvée en parfait état de conservation, toujours sur la même plage. Donc de 2008, ça s'est étalé sur presque 7 ans, cette découverte de cartes. Voilà. Il y a un corbeau qui va refaire son apparition. Corbeau que les experts graphologues, etc., alors ils estiment que c'est sûrement une écriture de femme. Et ils pensent que c'est le même qui les avait envoyés sur l'île de Man et l'île de Lewis. Et là, ça va être assez perturbant aussi parce que ce corbeau là les entraîne au large de la pointe du Chevet, sur l'archipel des Ebiens, dans les côtes d'Armor. Donc là, les gendarmes se disent, bon, bah, pourquoi ils nous envoient là, on ne sait pas. Et c'est plus tard la famille qui va dire, bah, en fait, c'est une plage sur laquelle on allait en vacances quand on était petits, et à laquelle, en fait, Godard y retournait souvent. C'était un peu son endroit Madeleine de Proust, et quand il allait pas bien, bah, il allait se ressourcer à cet endroit-là. Et là, le corbeau les envoie pile poil sur cette plage. Donc tu dis, bon, le corbeau, il connaît quelque chose. Enfin, il connaissait le docteur. Est-ce que c'est lui ? Est-ce que on ne sait pas. Enfin, tu vois, ça alimente vraiment tous les trucs, voilà. Et malheureusement, les années vont finir par passer. Et on n'aura plus de cartes retrouvées sur la plage. On n'aura plus rien, plus d'indices, plus de. Et en 2012, le magistrat va clore l'affaire, va prononcer un non-lieu. Comme le suspect est décédé, mais qu'il n'y a aucune preuve qui l'incrimine ou quoi. Le corps de la femme et du fils n'ont jamais été retrouvés. La fille, donc on a retrouvé que son crâne, donc elle aussi est décédée. Et ça va un peu se terminer comme ça, jusqu'à assez récemment. Finalement, c'est un truc que ça, moi, j'étais pas au courant, parce que ça faisait longtemps, tu sais, j'avais été au courant de cette enquête, tu vois. Et là, c'est en me renseignant sur l'affaire que j'ai vu qu'il y avait eu une sorte de rebondissement. Auquel je ne m'attendais pas, je veux te dire. Et c'est toute une enquête qui a été menée sur la CDCA. Donc c'est un journaliste qui a mené une enquête pendant plusieurs mois, plusieurs années, je ne sais pas, et qui a sorti un livre. Donc après, c'est toujours le problème. Tu sors ton livre, c'est que tu veux en vendre aussi, donc est-ce que... Voilà. Et bref, il a mené toute son enquête sur la CDCA, donc sur le syndicat dans lequel Yves Godard était. Et il s'est rendu compte que autour de ce syndicat, il y a eu pas mal d'affaires très bizarres, notamment l'ancien directeur qui, en 2001, a fini assassiné par 2 hommes de main. Il a été retrouvé avec 6 balles dans la tête. Il y a eu d'autres crimes qui ont été commis autour de cette confédération. Et du coup, le journaliste, en gros, est vraiment parti dans la théorie que le docteur Godard aurait été exécuté. Sa théorie globale à lui serait que ça serait totalement incroyable, mais en fait, il y a 2 affaires dans l'affaire Godard. Il y aurait un véritable crime passionnel. Toute son histoire avec sa femme, le fait qu'il veuille tout quitter, possiblement qu'il y ait une dispute la veille de partir et qu'il la tue, volontairement ou non, on ne sait pas. Et qu'ensuite, en fait, il serait parti avec ses enfants dans l'espoir de récupérer son argent qui était planqué, sauf qu'en arrivant, et bah forcément quand tu bloques ton argent dans des trucs pas très légaux, bah t'as affaire à des gens pas très légaux aussi. Et c'est peut-être à ce moment-là en fait qu'il se serait fait exécuter. Et que justement toutes les traces qu'il y a, comme l'affaire avait déjà fait du bruit avant, il s'est fait peut-être même exécuter à cause de ça, parce que ça allait mettre de la lumière sur tout ce système. Et du coup, il se serait fait exécuter pour clore l'affaire, pour pas qu'on aille chercher plus loin dans ce sens-là, et que les preuves seraient éparpillées, etc., pour justement faire croire que le docteur était toujours vivant, et donc orienter l'enquête vers autre chose que vers cette association. Voilà. Donc je vous inviterai bien sûr, si vous voulez voir, à vous renseigner un peu plus. Il a fait pas mal d'interviews et tout. C'est après ce qui me fait aussi un peu douter, parce que comme je t'en ai parlé en début d'émission, c'est la théorie que défend Karl Zero, bec et ongles, qu'il y a toute une organisation mafieuse et que le professeur... Enfin, le docteur... Pourquoi je dis professeur, c'est... que le docteur Godard, en gros, aurait été tué par cette mafia, par cette organisation presque secrète, tu vois. Et... Donc voilà, après ça peut se défendre, mais bon, le magistrat, lui, a pris acte de ses travaux, mais il a été interrogé ensuite tous les gens de l'enquête, tous les policiers, etc.
pistes. Ça fait partie des pistes qui maintenant font partie de l'éventail, mais on va dire à un pourcentage assez faible quand même. Ok. Après, ils peuvent pas fermer de porte, hein, bien sûr, donc il n'y a pas la preuve du contraire, de toute façon, voilà. Mais voilà. Ça fait partie donc des possibilités. Je vais te lire un peu le dernier procès verbal, du coup, parce qu'ils font la synthèse D'accord. sur cette affaire, pour te dire un peu ce qu'ils en ont conclu de cette affaire, qui pour le moment est fermée, qui sera totalement fermée donc en 2032. Donc s'il y a des nouveaux éléments qui arrivent, en fait, l'affaire peut être réouverte. Pour le moment, il y a un non-lieu. Mais jusqu'à 2032, s'il y a de nouveaux éléments, possiblement, Ok. on va en entendre reparler. Voilà. Donc l'hypothèse du suicide altruiste semble la plus probable. L'annonce du procès du docteur Godard à sa femme semble avoir été le facteur déclenchant d'un drame. Son départ peut-il être lié à un problème conjugal, à sa situation financière, à une crise de désespoir, à une autre raison? Ces questions demeurent sans réponse. Il pourrait avoir cherché à simuler un naufrage accidentel. Ainsi, lors de la découverte de l'annexe, il est constaté que la veste contenant un chéquier au nom de Godard est volontairement fixée sous une latte du canot afin que l'identification du navigant soit bien connue. Donc voilà, tu sens qu'il y a quand même une mise en scène. Voilà, on a vraiment bloqué les trucs pour qu'on sache vraiment à qui appartenait ce canot, qu'il n'y ait pas de chance que le chéquier virevolte dans les vagues et disparaisse. Tu vois. Tu sens qu'il y a quand même une mise en scène qui a été faite. Des années plus tard, les mêmes questions restent en suspense. Donc le bateau n'a jamais été retrouvé. En 2012, lorsqu'elle referme définitivement le dossier après avoir rencontré la famille pour lui expliquer sa démarche avec le plus de pédagogie et d'empathie possible, la juge d'instruction écrit ces quelques mots. Il ne ressort pas de l'information judiciaire des charges suffisantes contre Yves Godard ou contre quiconque d'avoir commis les faits d'homicide volontaire de Marie-France Le Gravéran, épouse Godard. Voilà. Moi après... Voilà, qu'est-ce que tu en penses globalement, toi? Quelles seraient un peu tes théories? Qu'est-ce que tu privilégierais? Est-ce que tu as un avis? Elles ont été démontées petit à petit, les théories. Parce qu'au début, au tout début, j'imaginais... Bon, le premier truc qui m'était venu en tête, c'était le fait qu'il ait tué sa femme et du coup, qu'il soit parti avec les enfants. En soupçonnant, mais j'y croyais pas trop, qu'il aurait peut-être tué les enfants. Après, plus on avançait, plus tu sens qu'il y a une secte derrière, que tu dis que ça va peut-être plus loin qu'un simple drame familial, même si c'est déjà compliqué. Et puis là, avec les nouvelles données, en fait, vu qu'il y avait des nouveaux trucs à chaque fois, là, je sais ça, moi, j'ai trouvé pas, intéressant compliqué, dans cette affaire, c'est qu'à chaque fois, cette affaire te... Tu sais, tu pars sur une piste et puis après tu dis, ça pourrait être une fiction. Et à chaque fois, tu es obligé de te remettre un peu en question. C'est un thriller. Ça, je trouve ça trop intéressant, c'est ça, ouais. Ouais. Et pareil, moi, un truc que j'ai... Parce que j'étais au courant, moi, la dernière fois que j'avais regardé un peu cette affaire, donc ça fait plusieurs années, du coup, hein, parce que j'étais pas du tout au courant, du coup, de ce journaliste qui avait sorti cette investigation, on va dire, sur la Confédération, la CDCA, là. Ok. Du coup, moi, je m'étais vraiment arrêté on continue de trouver des lettres sur la plage, mais on sait pas qui c'est qui les met. Les policiers, je me rappelle, ils faisaient des rondes. Il y avait plusieurs trucs, je crois qu'ils avaient mis en place plusieurs trucs. Toute la journée, il y avait un policier qui était avec sa famille sur cette plage. Et il faisait genre, on est en famille, blabla. Sauf que c'était un policier qui surveillait s'il voyait pas un mec chelou en train de poser un truc, voilà. Pareil, il y avait un gîte de vacances qui était occupé 24 heures sur 24 par 2 policiers avec des jumelles, tu vois. Et donc ils essayaient sur la plage, ils se disaient, putain, mais si le corbeau, il va arriver, tu vois. Alors on sait même pas si le corbeau, c'est celui qui lâchait du coup les cartes sur la plage. Ça, on l'a jamais su non plus. Mais c'est quand même ultra perturbant, je trouve. C'est une affaire... Parce que moi, un truc là que je me suis dit en travaillant sur cette affaire pour l'émission, comme il y a eu ce truc avec le journaliste là, en Afrique du Sud, je me suis dit, est-ce que tout simplement, c'est pas un journaliste qui fait ça? Ouais. Pour relancer l'affaire petit à petit, dès qu'il y a un documentaire qui sort, dès qu'il y a un truc comme ça relance un peu l'actu, et puis ça fait des vues, ça fait vendre du papier. Mais d'où il sortirait ses cartes, quoi? C'est ça qui est bizarre. C'est ça, on sait pas, est-ce que ça c'est la famille qui en a beaucoup parlé, ils ont été scandalisés par les fuites, mais ça on le sait maintenant. Mais c'est assez horrible de voir, parce que normalement il y a un secret de l'instruction, mais là on le voit par exemple actuellement avec l'affaire Jubilard, c'est terrifiant de voir qu'il n'y a aucun secret de l'instruction, il y a toujours des policiers, je sais pas qui fait fuiter des infos contre de l'argent. Les mecs, les journalistes, ils ont
Ils ont leurs sources à l'intérieur des commissariats, et puis contre un billet, ça fait fuiter des infos. Et du coup, la famille, dans cette affaire, s'était plaint là-dessus. Il y avait carrément une autrice qui avait commencé un peu à l'affaire de... Tu sais, je t'avais parlé de Marguerite Duras dans l'affaire Grégory Villemain. Bah là, dans cette affaire, c'est une autrice, alors que je connais beaucoup moins, je sais même plus, tu vois comment elle s'appelle. Bref, je vais même pas la citer, parce que du coup, bah pareil, elle avait voulu se prendre pour Marguerite Duras et faire tout un roman où elle essaie d'imaginer la psychologie des personnages. Sauf qu'elle a sorti un numéro, la famille a été scandalisée parce qu'elle avait commencé par faire une description de Marie-France, en expliquant que voilà, c'était une femme forte mais en même temps fragile. Enfin, elle lui prêtait des vices, elle lui prêtait des qualités. Enfin, la famille a été totalement scandalisée, tu vois, de lire son papier. Du coup, elle a dû arrêter en cours de route parce que la famille a commencé à porter plainte et tout le truc. Donc... Bref, de voir tous ces journalistes autour, moi c'est vrai que ça... Ouais, ou est-ce que c'est même pas un fanatique qui jubile de jouer là-dessus Ouais. Est-ce que c'est pas du tout... C'est ça, c'est toujours le truc, parce que c'est trop étrange. Je vois pas dans quel intérêt c'est, genre si c'était Godard, je vois pas pourquoi. Est-ce que c'est un tueur, je sais pas. Non, c'est vrai que c'est perturbant parce que avant de travailler sur le truc, pour moi, dans mes souvenirs, tu vois, c'était le tueur qui s'amusait de lui connaître la vérité et il narguait la police. Mais là, en retravaillant sur le truc, je me dis, c'est pas, si c'est un assassinat, c'est pas possible qu'il y ait une coïncidence telle que il tue sa femme et puis après dans le bateau il rencontre un psychopathe qui va les tuer ou je sais pas quoi. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Mais du coup, c'est perturbant. Et si c'était une organisation, genre imaginons que c'est la théorie de la société à moitié mafieuse qui l'aurait exécuté. Quel est le but de ensuite relancer l'affaire tout le temps avec... Tout à fait. Eux, au contraire, on veut pas parler de nous, voilà. Donc c'est bizarre. Pour le coup, c'est extrêmement étrange. Parce que même si imagine c'est un proche qui place des objets pour relancer l'affaire, pour qu'on en reparle, finalement, la replacer tout le temps à la même endroit, enfin ça envoie les policiers à tel endroit, mais ça veut rien dire de plus, quoi. Donc je sais pas. Surtout que le corps de Yves, du coup, c'est avéré, on sait que c'est lui. Ouais, c'est ça. On a juste le corps d'un seul enfant, du coup. C'est ça qui est... Ouais, c'est ça, on n'a pas le corps du deuxième. Après, tu sais, comme je t'ai dit, il y a eu un premier crâne qui avait été ramassé. Qu'ils ont relâché. Mais ça semblait être un crâne adulte. Il n'y a pas trop d'infos là-dessus. C'est juste qu'ils ont vu un crâne, ils n'ont pas trop réfléchi. Et quand ils l'ont repêché la deuxième fois, ils sont un peu plus attardés dessus. Ça se trouve, c'était le même crâne, tu vois. Mais ils disent aussi, ça se trouve, on n'a pas retrouvé d'autres ossements et tout, parce que ce qui est arrivé, le fait qu'ils relâchent dans la mer, ça leur arrive à eux, mais ça doit arriver à je sais pas combien d'autres chalutiers, en fait. Où ils veulent pas de problèmes administratifs et tout, ils disent des os, des fois c'est des animaux, tu vois, ils font pas la différence, tu vois. Donc ils vont pas déclarer à chaque fois, donc il y a des os qui ont été ramassés et qui ont été jetés comme ça, tu vois. Donc ce qui semble Non, ce qui semble le plus probable, selon moi, encore une fois, c'est on dirait une forme de suicide collectif. Ouais. Il aurait... Parce que vu que le douanier a découvert Yves et ses enfants, il y a ça aussi, ouais. Tu te dis que peut-être que les enfants, ils les avaient déjà endormis, peut-être pour les tuer après, et puis après lui s'est tué. Un truc que j'ai pas précisé. Dans les WC, je t'avais dit qu'ils avaient retrouvé du sopalin avec avec un truc noir là, noirâtre dans le truc. Ouais. C'est dans mes notes, mais alors je sais pas si je vais retrouver le truc, parce que je l'avais noté, mais en gros c'était du paracétamol, parce qu'il y a bien sûr des études derrière. Ouais. Il y a eu du paracétamol et je sais plus quel autre produit, mais en gros c'était deux produits qui savamment mélangés créent un calmant. D'accord. Et du coup, comme il est médecin, on peut imaginer que c'était possible qu'il puisse savamment mélanger les trucs. Ils connaissent les doses, ils connaissent je ne sais quoi. On sait pas, comme c'était à l'intérieur de la maison, il y en a beaucoup qui pensent que c'est justement dans la nuit où il a tué Marie-France, justement pour que les enfants ne se réveillent pas. Est-ce que c'était pour Marie-France pour qu'elle dorme pendant qu'il fasse son truc? On sait pas. On sait même pas comment elle est morte ni rien. On sait même pas vraiment si elle est morte. Parce que toutes les taches de sang qu'ils ont dit, c'est pas des taches assez importantes pour être sûr que la personne est morte parce qu'elle a perdu trop de sang, tu vois. Voilà. Et comme on voit qu'il a tout lavé un peu à l'arrache, tu te dis que ça se trouve, la première théorie des enquêteurs, c'est qu'elle était pas morte dans la maison.
parce qu'il n'y avait pas assez de sang pour conclure qu'elle a perdu assez de sang, c'est sûr qu'elle est morte ici. Pour eux, ils avaient même conclu qu'elle était peut-être blessée, en fait, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas assez de sang dans la maison. Donc c'est... Là, c'est acheté cette affaire est complètement... Et puis pourquoi s'il avait toute la nuit, pourquoi il a rien lavé, il a juste caché vite fait les trucs, même si c'était prévu de longue date, tu vois. C'est pour ça que la thèse du crime prémédité à l'avance, comme un Ligonès par exemple, qui avait tout prévu plusieurs mois à l'avance, là tu te dis, comme il a juste retourné les oreillers parce qu'il y a une tache de sang, tu dis comme s'il y avait eu un imprévu, comme s'il était peut-être persuadé que sa femme allait le suivre. Ouais, c'est ça. C'est au dernier moment, elle a dit non, et puis là... C'est ça qui est étrange aussi. On dirait qu'il y a eu de la précipitation. De la tuer, quoi. C'est vrai que c'est... Et alors, ce qui m'a un peu, tu vois, pas déçu, mais contrairement à l'affaire Ligonès, du coup, on a pu comprendre un peu la psychologie du couple, etc. Là, je t'avoue que j'ai fait pas mal de recherches. Et t'as rien trouvé? C'est pas évident. Bah, c'était pas la même époque. Il y a pas Ligonès, c'est qu'on avait accès à beaucoup de mails, etc. C'est ça qui a ouvert un peu sur la psychologie des personnages pour se rendre compte que leur couple était pas aussi doré que ce qu'ils disaient. Là, franchement, à part des témoignages, mais du coup, c'est des témoignages de gens qui sont au courant de l'affaire et du coup, est-ce que leur témoignage est pas biaisé? Oui. Ils vont dire ah oui, c'est vrai qu'en fait, elle était un peu dure avec lui, ou je sais pas, tu vois. Donc voilà, c'est ça qui m'a un peu frustré sur cette affaire, c'est de pas avoir. C'est pour ça que j'ai pas raconté beaucoup leur histoire, parce que finalement tout ce que je t'ai raconté avant sur eux, c'est tout ce qu'on sait. Et j'étais un peu pas déçu de ce niveau-là, mais c'est vrai que pour comprendre plus la psychologie, c'était pas évident. Parce que quand on voit la lettre qu'elle lui a laissée, tu sens qu'il y a quand même de l'amour entre les deux. Donc voilà. Ouais, puis ça se trouve il y a rien par rapport à la secte. Ça se trouve il a vu qu'il était attiré par les médecines alternatives. Il a juste voulu faire cette réunion là, et en fait il s'est rendu compte que ça allait trop loin et qu'il n'est jamais allé plus loin que ça et qu'il a aucun lien avec cette secte, quoi. C'est juste. C'est sûr. Ça aussi, tu vois, c'est un truc qui fait fantasmer direct les gens. Tu parles de secte, donc il y a un côté direct. Oh là là, ça part dans un truc mystique ou je sais pas quoi. Ouais, mais on a grandi le truc. Alors qu'il n'y a aucun de ces patients qui s'est plaint d'avoir peut-être. Oui, il n'y a pas eu de découverte de patients qui se sont plaints du fait qu'ils n'ont pas suivi la médecine classique. Ouais, non, pour le coup, non. Ouais, voilà, il n'y a juste pas de. des traitements qu'il avait prescrits, apparemment, qu'il n'avait pas le droit de faire. C'est pour ça qu'il s'était fait condamner. Après, voilà, il disait qu'il allait quand même voir des gens, donc avec une voyante, truc comme ça, mais ça n'a jamais été aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il fait ça, oui. Que la secte. Ouais. Mais après, il était plus dans une démarche, j'ai envie de dire, où il testait des choses, tu vois. Après, on connaît pas le mec dans son truc. Est-ce qu'il avait un discours politisé? Comme il était quand même engagé du côté de CDSA, il devait quand même avoir un petit discours engagé. C'est vrai. Politiquement, hein, mais. Ouais. Mais après, ça explique pas tout. C'est pas parce que t'es engagé d'une certaine façon que tout à fait, ouais. tu tues toute ta famille aussi, quoi. Il y a aucun rapport. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, mais c'est vraiment un des mystères les plus complets parce que c'est ultra frustrant forcément. Et puis comme depuis du coup donc 2012 et la clôture du dossier, il y a vraiment rien eu. Hein. Donc c'est un peu frustrant. Toi qui disais en début d'émission que j'allais résoudre l'enquête. C'est l'enquête la moins résolue de toutes celles qu'on a évoquées, je crois. Ouais, là, je pense que c'est celle qui a le plus de mystère en fait encore en place, avec des choses totalement illogiques même. Ouais, tu sais qu'il s'est passé une embrouille, mais tu sais pas laquelle. Tu sais pas, tu sais pas quoi. C'est ça, tout à fait, ouais. Je réfléchis encore au truc des cartes là. C'est ce qui me paraît le plus. Plus étonnant aussi. Et puis en plus, pendant une année, ça a vraiment été déposé quasiment tous les mois, quoi. Ah, c'était peut-être un fan un peu trop. Je sais pas. Et par contre, c'était les vraies cartes aussi, hein, c'était pas des cartes. Mais c'est ça qui est bizarre. Il a juste écrit Gothard. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui a eu accès à son portefeuille. Donc peut-être que, comme tu dis, c'est un fan qui a un jour vraiment retrouvé son portefeuille sur la plage et il l'a ramené chez lui. Et puis, et pourquoi il s'amuserait à déposer Je sais pas. J'avais l'intérêt, tu vois. Parce que moi, je ramasse un portefeuille, je vois qu'il y a Yves Godard, je vais direct à la police pour les aider, tu vois. Je vais pas m'amuser à disperser des preuves. Et en plus, tu risques de mettre tes empreintes sur les cartes, donc tu risques d'être dans la sauce comme je sais pas quoi. Enfin, ça paraît assez... voilà. Ah ouais, c'est vraiment étrange. Hein. Non, vraiment, c'est qu'il y a quelqu'un, de toute façon, qui est au courant de quelque chose, c'est forcément... et celui qui dépose ses lettres, ses cartes, il est forcément au courant de quelque chose, quoi. Donc c'est ça qui crée en plus ce truc, quoi, de se dire, il y a un gars, quoi, qui a le portefeuille, pourquoi il a le portefeuille, pourquoi il fait ça, et voilà. Comme c'est une énigme
insoluble de te dire qu'il y a un gars, ou une femme hein, bien sûr, qui a en possession, pas forcément la clé du mystère, mais il a quelque chose à nous apprendre, il a quelque chose en plus à nous offrir. C'est ça qui rend le truc... Bon, on a vu, il a plus de cartes hein, maintenant, comme depuis 2008, du coup, il n'y a aucune carte. Il a fait tout le tour. Ouais. Il a acheté toutes les cartes du portefeuille. Après, un truc qui est assez intéressant, c'est que globalement, tu sais, il y a pas mal d'affaires où la police en a pris un peu... la police et les gendarmes ont pris pas mal pour leur grade, parce qu'ils avaient fait des erreurs, etc. Dans cette affaire, ce qui la rend encore plus dingue, on va dire, c'est que globalement, tout le monde est d'accord pour dire que ils ont commis aucune erreur, en fait. Avec les moyens qu'ils avaient, même aujourd'hui, ils disaient, parce qu'il y avait quand même accès à l'ADN et tout en 99, hein, ils disaient, même aujourd'hui, ils disaient peut-être qu'il y aurait des tracés grâce au téléphone portable, au GPS, qu'ils pourraient faire en plus, tu vois, par rapport à il y a 99. Ouais. Mais globalement, à part le moment où ils sont allés sur l'île de Lewis et qu'ils n'ont pas fait la demande pour pouvoir enquêter sur place, c'est la seule erreur en gros qui a été commise. Sinon la police la police et les gendarmes, hein, c'était global, ils ont vraiment mis beaucoup de moyens pour que ce soit pour les fouilles, mais que ce soit dans la mer, sur la terre, enfin ça a vraiment été une enquête où les moyens ont été mis, et en plus que globalement tout le monde est d'accord pour dire que les gendarmes ont fait un excellent travail, quoi. Donc c'est ce qui rend en plus cette affaire encore plus... Oui, ils pouvaient faire mieux que ça, quoi. C'est ça. Mais du coup, voilà. Bon, voilà, c'est une affaire que je trouvais intéressante. Ouais, tout à fait, ouais. Ça fait référence à pas mal de des faits divers précédents, donc c'est intéressant. Ouais, c'était intéressant. Voilà. Ah oui, tout à fait. Donc vous aussi, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire vos théories, parce que par exemple, pour l'affaire du petit Grégory Villemain, les commentaires nous ont aiguillés vers des chaînes YouTube, vers des groupes de discussion, etc. à aller voir, où j'ai découvert des choses... peut-être on fera une émission 2 sur l'affaire du petit Grégory avec d'autres infos supplémentaires, parce que vraiment j'ai découvert des choses en dehors de l'émission. Donc là, n'hésitez pas à nous partager vos sources, à partager vos théories, à partager voilà. Carrément. Et puis ce que vous avez pensé de l'émission, si ça vous a plu, et voilà, si vous en voulez d'autres comme ça, n'hésitez pas à nous mettre des pouces bleus, des 5 étoiles, tout ça quoi, sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Music, sur tout quoi, voilà. Vous avez l'habitude. Et bien sur ce, bonne soirée Wivo. Bonne soirée. À la prochaine. Et oui. Puis voilà. Et oui. Et à bientôt. Allez, salut.